C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, dit le renard. »« Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien. »« Je suis là, dit la voix, sous le pommier. »« Mais qui es-tu » dit le petit prince, « tu es bien joli. »« Je suis un renard, dit le renard. »« Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince, je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard, je ne suis pas apprivoisé. » Et qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible, dit le renard. Ma vie est monotone, mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde. Tu vois là-bas, le champ de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien, et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. Que faut-il faire, dit le petit prince? Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe, mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain, revint le petit prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Mais qu'est-ce qu'un rite, dit le petit prince? C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours. Une heure des autres heures. Ainsi le petit prince apprivoisa le renard, et quand l'heure du départ fut proche, « Adieu, dit-il. »« Adieu, dit le renard. Je vais te dire un secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince, afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard, mais toi, tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince, afin de se souvenir. Au chapitre 21 du Petit Prince de Saint-Exupéry, le jeune garçon aux cheveux couleur des blés rencontre notre fameux renard. Mais c'est bien sûr, il était donc là-bas. Ils parleront ensemble de s'apprivoiser et aussi de rites, et je ne peux m'empêcher de penser au théâtre. Un théâtre comme une petite planète flottante dans le cosmos, lumineuse comme un phare, avec des artistes volcans, bouillonnants, qui, pour ne pas être tristes, racontent des histoires à celles et ceux qui ont la générosité de leur prêter une oreille. Des liens qui se tissent, invisibles, mais si précieux, comme pour s'apprivoiser.
avec des paravents pour les changements rapides, des pousses de baobab qu'il faut surveiller de près, une rose nommée Seine, dont il faut prendre le plus grand soin, avec humilité, attention et diligence. Et non, cher Saint-Exupéry, ce n'est pas du temps perdu. Avec les rites, à 19h30, 20h ou 17h, 17h30. Ces rendez-vous que nous partageons et qui font qu'un spectacle ne ressemble pas à un autre. Qu'une heure passée au théâtre de Carouge ne ressemble pas à une autre. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue sur notre astéroïde pour la présentation d'un nouveau lever de soleil dans l'azur de 2024-2025. Nous aurons comme partenaires principaux la République et Canton de Genève, la ville de Carouge, le TKM Théâtre Kléber-Mélo, Genève Aéroport, les Mania Pension Hub, le Pourcent culturel Migros et nous bénéficions du soutien de GTI. Nos partenaires de spectacle, la Fondation Lennartz, la Compagnie du Passage à Neuchâtel, la commune de Chênebourg, 96 Partners, la Bâtie Festival de Genève ainsi que l'Aparté, le Cercle des Amis du Théâtre de Carouge. Pour les partenaires culturels, le Geneva Camerata, l'Association des Intérêts de Carouge, la Fête du Théâtre, la Maison Rousseau et Littérature, la Société de Lecture, les bibliothèques municipales de la ville de Genève, la Bibliothèque de Carouge, la Librairie, Scène Active, le Cartel des sociétés carougeoises et le cinéma bio. Nous poursuivons la collaboration avec le CFP Art, Centre de formation professionnelle Art de Genève, dirigé par M. Frédéric Otessen, avec des visites personnalisées du théâtre pour chaque section des classes passerelles. Et cette saison, nous avons la chance d'avoir comme partenaire de médiation la Fondation Gandur pour la jeunesse. Nous comptons comme partenaire d'accessibilité, culture inclusive, l'association Écoute Voir, la Croix-Rouge de Genève, avec son réseau de babysitters, et SoClose. Les partenaires de billetterie, la carte 20 ans 20 francs, le CAGI, qui est le centre d'accueil de la Genève internationale, le Chéquier Culture, le Pourcent culturel Migros. Et nous remercions également les cafés La Semeuse, les communes de Plan-les-Ouates et de Troinay, Tébicom, l'hôtel Ibis Style Genève à Carouge, le fleuriste de Carouge, la précieuse pharmacie Plus du Rondeau, Plume Décoration d'intérieur, ainsi que le parcours des ateliers carougeois. Chers partenaires, merci pour votre confiance. C'est galvanisant de vous savoir à nos côtés et nous nous réjouissons infiniment de cheminer avec vous cette saison. Merci également aux, attention, 5096 personnes cette saison qui ont souscrit soit à un abonnement, soit à une carte d'adhérent. À quelques semaines de l'ouverture des JO, nous décrochons la première médaille d'or olympique. Magnifique! S'abonner en plus de bénéficier... merci pour vous. S'abonner en plus de bénéficier de réductions allant jusqu'à 25%, ce qui n'est pas anodin, c'est également nous accorder votre confiance, ce qui, là aussi, n'est pas anodin. Tout est pensé pour vous simplifier la vie. Un contact personnalisé. Avec notre partenaire, la Croix-Rouge, vous avez la possibilité de faire garder vos enfants chez vous. Nous organisons du covoiturage. Vous pouvez réserver un dîner gourmand concocté par notre chef préféré, Fabrice Brou. Vous retrouverez toutes les informations à l'intérieur du programme de saison. Bref, en 2 mots, commençons, abonnez-vous! Dès le 13 août, vous pourrez souscrire à la carte d'adhérent qui vous permet de picorer dans la programmation. Vous choisissez des spectacles et réservez quand vous le souhaitez, plus tard dans la saison, dans la limite des places disponibles et à un tarif préférentiel. Et je le rappelle, nous proposons 1 heure avant chaque représentation en fonction des disponibilités, un tarif à 10 francs pour les moins de 25 ans. C'est objectivement moins cher qu'une place de cinéma et au cinéma, les actrices et les acteurs ne peuvent pas faire ça. Je lui ai fait un bisou. Bon, quelques chiffres quand même, car parfois ils parlent d'eux-mêmes. Cette saison, nous avons eu 206 représentations à Carouge et avons accueilli, là encore, attention,
58 271 spectatrices et spectateurs, soit 15 000 personnes de plus qu'il y a 2 saisons à l'ouverture du nouveau théâtre, avec un taux de fréquentation de 97%. 4 702 élèves sont venus assister à des représentations. Nous avons animé 125 activités à leur attention, avec des présentations en classe, des visites au théâtre. Bravo et merci à Margot Kupfer-Schmidt qui nous a rejoints cette saison. C'est juste exceptionnel. Peut-être 2 pistes d'explication pour ces chiffres. La première, il faut avoir de bons spectacles. Ça peut aider. Car dans un théâtre, c'est le plateau qui dirige. Et l'autre élément, c'est de les jouer longtemps, de faire des séries pour que le bouche à oreille se développe. La jauge prévue pour la saison prochaine est de 63 684 places à pourvoir. Et là, je vais vous solliciter. Ensemble, nous pouvons franchir la barre hautement symbolique des 60 000 spectateurs et spectatrices. Je vous le dis, on peut le faire. Vous pouvez nous aider à toucher des personnes que nous ne touchons pas et qui ne franchiront la porte du théâtre que si on les a rassurés. Nous ne pouvons pas être partout. Nous ne pouvons pas être à la pause café au travail ou nous inviter chez vous en pyjama au petit déjeuner ou s'imposer à l'occasion d'un bon dîner entre amis. Mais vous, vous y êtes. Et vous êtes aussi responsable de la rose. Car depuis le temps, nous nous sommes un peu apprivoisés. Alors, aidez-nous à faire travailler le bouche à oreille. Et pour vous convaincre de l'importance de ce phénomène, je vais tenter une brève explication de la fonction exponentielle en mathématiques. Alors, je peux vous dire que mes anciens profs de maths à l'école seraient bluffés de me voir me lancer dans cette tentative de démonstration. Bien que je le reconnaisse, pour les puristes, elle est quand même très imagée. Mais, comme quoi, le théâtre mène à tout. Si une personne, vous par exemple, symbolisé par ce costume, vous aimez le spectacle et que vous en parlez à 3 personnes, que ces 3 personnes en parlent à d'autres personnes, qui elles-mêmes en parlent à d'autres personnes, qui en parlent encore à d'autres personnes. Alors, nous atteindrons rapidement non pas 60 000, mais 600 000 personnes potentielles qui auront toutes été touchées par vos mots. Nous pourrions jouer encore plus longtemps. Alors, à vous de jouer, à vous sur qui je compte infiniment. Merci à notre habilleuse Cécile pour le choix des costumes et à Manu, Adrien, William et les autres pour la mise en espace. Pour le bilan artistique, bref retour en images sur la saison passée. Lors de cette rétrospective, vous verrez le travail des photographes Yann Becker, Émilie Brouchon, Greg Clément, Mario Del Curto, Simon Gosselin, Richard Houghton, Lucie Jansch, Marie Marcon, Loane Nguyen, Juliette Parizeau, Lorraine Pache, Christophe Reynaud-Delage, Dorothée Théber-Filiger et Cédric Vincenzini. Une bannière pour annoncer la venue de notre camion-théâtre. Métamorphosé en grotte du néolithique, ici, au pied des tours de Carouge. Dominique Ziegler peint une fresque avec intelligence et humour sur les tribulations d'une tribu en quête de sens. Néolithica, le grand secret, aura affronté la canicule, mais aussi des ondées toutes british. L'équipe devrait se retrouver à l'abri de la météo au théâtre Pitof à l'automne 2025. Longue vie à nos ancêtres! La Bâtie avait choisi une performance choc signée Carolina Bianchi qui avait secoué le Festival d'Avignon 2023, proposition qui faisait le grand écart avec la délicate trilogie mise en scène par François Gremaud, composée de Carmen, de Gisèle, 3 petits points, subtilement interprétée par Samantha Van Vissen, et de Phèdre, interprétée par l'étonnant
Romain Darol. Spectacle que nous avons proposé dans la foulée durant 2 mois dans notre petite salle. Au gré de la position du livre, Romain et Phèdre, Hippolyte, Thésée, Théramène ou encore Énone, doté d'un léger accent méridional. Le charme de Romain a opéré. Nous avons dû augmenter la jauge de 135 à 150 places, jouer à guichet fermé pendant 2 mois, basculer la dernière représentation en grande salle pour satisfaire le plus grand nombre. L'effet de mise en abîme avec le livre offert, qui s'écrivait sous nos yeux, était saisissant. Vivement la suite de la collection. La metteuse en scène suisse Lille Aubord était très attendue avec sa version d'une journée particulière avec Laetitia Casta et Roche Dizem. Farcie de son mari macho qui va écouter fanatiquement les discours de Mussolini et d'Hitler, Antonietta l'humiliée reste seule pour avancer dans les tâches ménagères. Jusqu'à l'envol de son canari qui s'enfuit de sa cage pour se retrouver sur la fenêtre de Gabriele, son voisin intellectuel est pourchassé par le pouvoir parce qu'il est homosexuel. La liberté métaphorique d'un oiseau, en écho à la liberté de ces 2 êtres qui feront la connaissance au son d'une rumba, jusqu'à être liés sur la terrasse par la surprise du désir. Désir des corps, désir d'une autre vie, de liberté, d'être tout simplement. Une journée particulière pour ces 2 que tout séparait, qui, pris dans une folle étreinte, font résonner l'œuvre d'Ettore Scola avec une actualité qui fait frémir. Étonnante d'actualité aussi, l'œuvre d'Alice Riva, dont la grande Yvette Terola, dans notre salle de répétition, a donné en lecture un florilège de textes lumineux, choisis avec amour. Une salle d'opération pour tenter de booster le cerveau de brave Charlie Gordon. Du haut de ses 32 ans, mais d'un âge mental d'un enfant de 6 ans, Charlie est la risée de tout le monde. La compétition avec la souris de laboratoire, merveilleusement mise en scène par Christian Denisard, est haletante. Les décors mobiles, manipulés à vue comme autant de travelling de cinéma signé Yann Becker, participent pleinement à la réussite du spectacle. L'expérimentation fonctionne, les capacités du cerveau de Charlie semblent désormais sans limite. Le rendez-vous galant au cinéma est prometteur. Mais le dîner qui s'ensuivra ruinera ses espérances, saoulant de théories inaccessibles et assommantes sa douce invitée et les voisins de table. Ce spectacle de la compagnie Les Voyages Extraordinaires a pu se jouer 4 semaines dans la grande salle, permettant à l'excellent Pascal Schopfer et à toute l'équipe de prendre de la hauteur et de déployer leurs ailes avec bonheur. Ah, nous y tenions à cet usage du monde de Nicolas Bouvier avec le plus jeune voix des acteurs parisiens, Samuel Labarthe. Avec Thierry Vernet, jamais très loin, Samuel nous fait voyager dans l'écriture de Bouvier, qui, souvenez-vous, avait son atelier au sommet d'une des tours de Carouge. Avec la complicité de la metteuse en scène Catherine Chaube, Samuel évoque en passeur ce voyage initiatique, offrant des sensations, des odeurs, des ambiances, des rythmes, des couleurs, qui donnaient une furieuse envie de prendre la route pour crapahuter vers l'ailleurs à la découverte de l'autre. Le décor de la fosse suivante, imaginé par Rudy Sabunghi, a vu le jour en 2020 dans notre salle éphémère baptisée La Cuisine. En février 2024, c'est dans cette même cuisine que nous achevions notre tournée, mais à Nice, dont elle est devenue la grande salle du Théâtre National. Beaucoup d'émotions et la sensation qu'une boucle se bouclait. Lola Juse irradiait dans le rôle si complexe et trouble du chevalier, cette jeune femme de Paris déguisée en homme, et qui finira par embobiner tout son monde par pur égoïsme, Lélio compris, le bellâtre opportuniste pris à son propre piège. La puissance d'un désir inconnu, si grisant, poussera le chevalier à faire succomber la comtesse, oie blanche ingénue, interprétée par une Brigitte Rosset, touchée par la grâce. Notre ange gardien veille. Nous rejouerons finalement ce spectacle en 2025 au TNP et à Sénart,
2 institutions prestigieuses françaises. Le Fantasio, mis en scène par Laurent Natrella, était une bouffée de fraîcheur, grâce à la jeunesse et l'énergie ardente de ses interprètes. Et naturellement, grâce au texte cinglant de poésie de Musset le Désenchanté. Fantasio, incarné par le prometteur Hugo Braillard, se déguisera en bouffon pour sortir la princesse de son carcan et l'enjoindre à renoncer au mariage arrangé par son père pour éviter une guerre. Un père dépassé par son pouvoir de roi, inspirant des images fantasmagoriques au scénographe Freddy Porras, un trône démesuré, un lit cage-oiseau dont il faudra s'extraire, non pas pour atterrir chez le Gabriele d'Ettore Scola, encore que. D'étreinte en étreinte, la fulgurance des sentiments traverse définitivement toutes les époques. Pari réussi par Porras et son TKM d'accompagner ces tout jeunes sortants des écoles supérieures suisses avec une mention spéciale pour Pierre Boulben et son manteau fleuri, irrésistible en prince de Mantoue versus Freddie Mercury. Hors abonnement et dans notre petite salle, Christine Vouillot était Marguerite, qui elle-même était Fréhel, brûlante chanteuse réaliste de l'entre-deux-guerres. Christine surfait dans la langue du roman de Violaine Schwartz intitulé « Le vent dans la bouche », adapté et mis en scène à Carouge par Gian Manuel Rao, accompagné de sa fidèle et talentueuse équipe artistique. Une œuvre questionnant l'identité, la confusion qui mène parfois dans des zones troubles, frisant la folie, et la performance de Christine pour endosser ce voyage intérieur était tout bonnement incroyable. Heureux d'avoir donné à entendre l'univers de Violaine Schwartz, ici à droite, lors de l'ouvroir que lui a consacré Karel Ménine. Que vive la mémoire de Fréhel, l'inoubliable inoublié, qui rentrait en scène en clamant « Fermez vos gueules, j'ouvre la mienne !» Qu'il est parlant, ce visage de François Debloc en Semyon Semyonovitch, dit le suicidé. La couleur des costumes bigarrés de Macha Makeyev, imaginés pour la troupe du Théâtre National Populaire, tranche avec les hauts murs gris de la scénographie imposante, mais jamais oppressante. L'utilisation de la vidéo était savante, se jouant des axes et mettant en perspective, parfois déformé, l'univers de l'auteur banni par le pouvoir, Nikolai Erdmann, et en jouant de transparence et d'ouverture dans cet espace clos. Le Kremlin ne répondra pas à l'appel téléphonique de Semyon, qui aurait bien voulu leur passer un savon, et Jean Bellorini réussit ce tour de force de raconter choralement le désir de vie d'un humble, acculé par un système de monstres géants. Une salle d'attente où les portes s'ouvriraient sur l'imaginaire entre rêve et cauchemar. Dans Bells and Spells, Aurélia Thierry et Jaime Martinez ont l'élégance des corps unis en scène. Bien sûr, Victoria Chaplin sait comme nul autre pareil faire s'exprimer l'âme des objets, comme dans cette cavalcade d'un cheval légendaire de porte-manteau. Servi par sa fille Aurélia, qui semble braver la pesanteur, une plume dans un océan de poésie. Merci infiniment, ma chère et immense Victoria. Tu ne peux pas savoir la fierté que j'ai éprouvée en te voyant ici au théâtre de Carouge, dans les loges si rayonnantes. C'est une reconnaissance qui nous honore toutes et tous. Une sacrée saison grâce aux femmes et aux hommes de théâtre qui l'ont faite, d'engagement, de doute mêlés de conviction. Elle était belle aussi grâce à vous, qui avez répondu présent et sans qui nous n'en serions pas là. Partageons ensemble le rayon vert, ce très bref instant qui peut être observé au lever ou au coucher du soleil et qui prend la forme d'un rayon vert à l'horizon de l'océan. Vivons ce moment suspendu
où une saison s'achève pour laisser la place à une autre. Je vous susurre donc, à vous public, ainsi qu'à toutes les équipes, qu'elles soient artistiques, techniques, administratives, à l'accueil, au bar, à la billetterie, un infini merci. L'Aparté, le cercle des amis du théâtre de Carouge, sous la houlette d'Ariane Favre-Marmet et Marie Julita, vous propose un programme parallèle pour aller à la rencontre d'autres institutions en créant des passerelles avec notre saison. Des opportunités de découverte et d'échange hautement stimulants. Ariane et Marie vous attendent les bras grands ouverts à l'issue de cette présentation pour vous en dire plus. Quelques secondes encore avant de passer au contenu de la saison 24-25 et prolonger ce rayon vert pour saluer le travail de Fédéral Studio qui a créé les images que vous retrouverez dans le programme des saisons et qui illustrent librement la programmation. Bravo à Baptiste Coulon, Régis Gollet, Rita Garot, Nina Gadgeta, Jonas Mayer et Mike Ratz pour Zwei Hund, sans oublier toute l'équipe du théâtre. Nous y sommes, place au pestacle. Le premier, il a été créé en fait la semaine passée à Neuchâtel. C'est une coproduction avec la Compagnie du Passage. Ce sont Les Diablogues de Roland Dubillard. Dubillard, en fait, à la demande de Jean Tardieu en 1953, on lui a demandé d'écrire des sketchs pour la radio. Il n'y avait qu'une radio en France à l'époque. On lui avait demandé, s'il vous plaît, monsieur Dubillard, faites quelque chose de très académique. Bon, il n'a pas du tout réussi à le faire et il s'est lancé dans les sketchs qui frisaient en permanence l'absurde. Ça s'appelait Grégoire et Amédée. Ça a cartonné au niveau du public, il y avait une très forte audience et en 1975, il a réuni tous ces sketchs pour former l'ouvrage des Diablogues. Ça a été interprété au tout début par un acteur génial qui s'appelait Claude Pieplu, la voix des Shadocks, et Roland Dubillard lui-même. En montant le spectacle, j'ai tout le temps pensé à Vladimir et Estragon dans En attendant Godot de Beckett. Ces deux personnages qui sont là sur le plateau et qui attendent Godot. Et on retrouve ça chez 1 et 2, qui sont les deux personnages des Diablogues, et avec Christophe Delarue, qui a imaginé la scénographie, avec les costumes de Marion Schmitt, les maquillages et coiffures d'Emmanuel Olivet-Pellegrin, et puis l'univers sonore de William Fournier. On a inventé ensemble un cabaret à l'ancienne qui est à l'intérieur de notre camion théâtre. L'idée, c'était d'essayer de retrouver le charme des duettistes qui, sur certains sketchs, voilà, vont pouvoir s'écharper en disant « Oui, mais moi, ce qui m'émeut, c'est que Beethoven, quand il a écrit ça, il était sourd. En plus, sourd des deux oreilles. » Et l'autre de dire « Oui, mais je ne vois pas le rapport, parce que ce n'est pas parce qu'il était sourd qu'il ne pouvait pas écrire. Franchement, on n'écrit pas avec ses oreilles, on écrit avec ses doigts. » Et l'autre de lui dire « Mais comment, il n'était pas sourd, Beethoven ?»« Mais non, mais je n'ai pas dit ça. » Et ils s'écharpent et ils vivent, ils volent des petits moments de vie autour de petits riens. Il y a un autre moment où c'est 2 qui a l'idée de se marier avec 1. Donc il lui fait passer une robe de mariée, mais 1 n'a pas du tout envie de se marier avec 2. Et il dit, bah non, enfin, tu comprends, vous comprenez, avec cette robe de mariée, comment je vais faire? Puis quand même, c'est un petit peu gênant, on est quand même du même sexe, qu'est-ce que les gens vont dire? Et l'autre de dire, mais justement, c'est ça qui va intéresser les journalistes, on leur dira qu'on s'en était pas aperçu. C'est tout le temps comme ça a un charme fou. On jouera, vous retrouvez la liste des dates dans le petit flyer qui est à l'entrée, et on joue demain soir et lundi soir sur la place, ici devant le théâtre, et un tout petit peu plus tard devant les Tours de Carouge. C'est avec Robert Bouvier, Matteo Zimmermann, et c'est un spectacle qui est soutenu par la Fondation Lennartz. Et là, je vais faire une saute dans le temps, et on va passer directement à la fin de la saison 24-25, puisque c'est également un spectacle d'itinérance en plein air de camion théâtre. C'est un spectacle qui a été créé hier, à Lausanne, qui est produit par le TKM d'Omar Porras, Te quiero mucho, comme il dirait, et c'est une création collective de l'Ouest Compagnie et Guillaume Pidancet. Cette compagnie, en fait, elle est née de 3 comédiennes, comédiens qui jouaient dans Fantasio et qui, à la fin de l'aventure, avaient envie de continuer. Ils sont allés voir Omar, ils ont dit, bah voilà, on voudrait faire un spectacle de camion, en plein air. Omar leur a tendu la main. Il m'en a parlé, j'ai tendu la main à Omar. Et ils ont fait cette revisitation, en fait, du conte de Charles Perrault. C'est l'histoire de cet homme fort riche dont la barbe a une couleur étrange et qui a eu plusieurs épouses par le passé,
mais qui ont toutes disparu mystérieusement. Arrive une nouvelle jeune épouse à qui il confie un trousseau de clés, ouvrant toutes les portes de son château, à l'exception d'une seule, qui lui est formellement d'interdire d'ouvrir. Donc vous retrouverez Loubna Regnault, Hugo Braillard, Pierre Boulben dans le spectacle. Parfois, l'inquiétante étrangeté suscite de la curiosité. Affaire à suivre donc l'été prochain dans les communes genevoises. On aura la chance également de faire l'ouverture du Festival de la Bâtie. C'est toujours une opportunité pour nous d'accueillir la Bâtie qui programme d'autres champs artistiques que ce que nous faisons habituellement. Et là, je pense que Claude Ratzé, le directeur, fait un cadeau à toute la population en faisant venir un des très grands noms de la danse contemporaine, Lucinda Childs. Elle vient avec une nouvelle création, Four New Works, qui sera créée en fait le 7 août 2024 à Hambourg. Ce sont 4 chorégraphies de Lucinda Childs. Il y a 2 pièces qui sont des pièces de groupe, entre autres sur des musiques de Philip Glass. Et Lucinda Childs sera là, elle-même sur le plateau, pour danser 2 solos. Le premier sur un texte inédit de John Cage et le deuxième créé pour le 90e anniversaire de Frank Gehry sur une composition d'Esa-Pekka Salonen. Ça va être un des grands événements du festival. Je suis très heureux que ça puisse se passer ici à Carouge. Vous retrouverez donc sur scène la grande Lucinda Childs elle-même, Cathy Dorn, Cal Gehry, Robert Mark Burke, Sharon Milanese, Matt Pardo, Kathleen Scranton et, c'est encore sous réserve, mais Kelly Smith. On en parlait tout à l'heure. Gisèle. Il a été joué pour 2 représentations ici l'année passée pour le Festival de la Bâtie. Moi, j'avais vu le spectacle avant et j'avais littéralement flashé dessus. François Gremaud, c'est une chance pour nous de pouvoir le faire revenir. Pour moi, c'est un des grands metteurs en scène, artistes ici en Suisse et qui s'expatrie aussi évidemment en France. Et puis, il y a Samantha Van Vissen qui est l'interprète. Elle a une grâce, une générosité, mais extraordinaire. Et c'était intéressant pour moi de vous inviter, en le programmant à l'abonnement, justement d'être à la croisée de 2 chemins, de 2 parcours artistiques, puisqu'elle a été, elle est toujours une très grande danseuse, mais qui est amenée également à parler, à raconter. Et elle nous raconte l'histoire de ce Gisèle, un ballet créé en 1841. Et elle est accompagnée de 4 musiciennes qui sont avec elle. Et rapidement, l'histoire, c'est celle d'une jeune paysanne, Gisèle, qui est amoureuse d'Albrecht, pour qui elle danse éperdument. Mais en apprenant la trahison d'Albrecht, fiancé à la princesse Bathilde, Gisèle perd la raison et se meurt. Condamnée par Myrtha, la reine des Willis, qui sont les fantômes des jeunes filles mortes avant leurs noces, condamnée à danser jusqu'à en perdre la vie, Albrecht ne sera sauvé que par l'intervention de Gisèle et du jour naissant entraînant la fuite des Willis. Ce spectacle-là, on va le jouer 50 représentations dans la petite salle. C'est un pari pour, entre autres, Samantha, parce qu'elle fait près de 2 heures où elle est à fond sur le plateau. C'est pour ça, vous le verrez dans le programme, on fait 1, 2, 3 représentations, pause, 1, 2 représentations, pause, 1, 2, 3, pause, etc. etc. Et qu'à l'intérieur de la période de représentation, il y aura un trou au milieu pour qu'elle puisse récupérer. L'idée étant évidemment qu'elle ne se blesse pas, mais qu'elle profite de ce temps, de ce long temps passé pour interpréter son spectacle. Autour d'elle, vous retrouverez des musiciennes en alternance au violon, à la harpe, à la flûte et au saxophone. Sachez que si vous avez aimé Phèdre, point d'exclamation, vous allez adorer Gisèle, 3 petits points. Vous verrez, il n'y a que du beau monde. Quelques mots également sur le prochain spectacle de notre stakhanoviste troupe de théâtre amateur. Je le dis parce qu'ils travaillent les lundis, ils se voient plein de fois les week-ends, ils n'arrêtent pas. Leur spectacle qui viendra au mois de septembre s'appelle « Il faut vivre ». Ils en ont déjà fait une première mouture au mois de septembre passé, qui était une étape transitoire. C'était déjà extrêmement prometteur. Et ils travaillent, ils s'attardent sur l'auteur sublissime Anton Tchekhov. Donc, il y a des extraits de pièces de Tchekhov, de ses nouvelles, et puis Valérie Poirier, l'auteur, qui également signe la mise en scène
avec Xavier Fernandez-Cavada et Nathalie Quenet, elle a transcrit les improvisations de l'équipe du théâtre amateur. Donc, si vous voulez les encourager, n'hésitez pas, ils sont 18 comédiennes, comédiens. Après, à l'automne, on recomposera une équipe pour venir les agrandir parce que celle-ci, elle est formidable, elle servira de base. Donc, n'hésitez pas à les voir, ça peut déclencher des envies. C'est dans la scénographie de Claire Peverelli. Et après Carouge, nous jouerons du 27 au 29 septembre au Point Favre à Chênebourg, une commune qui nous fait l'honneur d'être partenaire de notre troupe de théâtre amateur, La Classe. Ensuite viendront Les Fausses Confidences, dans la grande salle du 24 septembre au 19 octobre, pièce de Marivaux, mise en scène par un grand maître, Alain Françon. Ils sont actuellement en train de répéter à Paris. Ensuite, pendant l'été, ils feront une courte pause et ils nous rejoindront tout début septembre où le décor sera installé ici et ils feront les dernières semaines de répétition ici avec la création avant que ils vont jouer 4 semaines et avant que le spectacle ne parte pour tourner pendant une année en France. Donc Alain Françon, à Carouge, ça a été Oncle Vania, ça a été le misanthrope à la cuisine, le misanthrope de Molière, et ça a été évidemment En attendant Godot, ici, de Beckett. Moi, en même temps, je répétais, pendant qu'il répétait, il faisait la reprise de Beckett ici sur le plateau, moi, je répétais derrière dans la salle de répétition. Et chaque fois que j'avais une petite pause, j'allais au fond de la salle, je me glissais et je regardais répéter Alain. C'était prodigieux d'intelligence, de concentration, d'attention portée au texte, aux interprètes. C'est vraiment un immense maître, et je suis particulièrement fier, qui s'attarde à Marivaux, qui pour moi, évidemment, est un auteur chéri. C'est un auteur qui a une précision dans sa langue et qui, grâce au texte, grâce aux mots, rend actif la parole. J'y reviendrai. Il est entouré d'une équipe artistique, évidemment. Il y a des gens comme Jacques Gabel, à la scénographie, aux lumières, Joël Hourbeg, sont de très grands maîtres. Et que ces gens-là puissent venir travailler ici, c'est important parce qu'ils apprendront à la fois accompagnés de mon équipe et nous apprendrons d'eux. Donc, de pouvoir se confronter à ces très très grands artistes, ça ne nous fait que grandir. Sur Marivaux, juste un petit détail, c'est que quand il a écrit Les Fausses Confidences, il avait arrêté d'écrire pour les acteurs de la Comédie Française. Voilà, il n'aimait pas forcément comment ils interprétaient les textes, voilà, parce qu'il trouvait, à l'époque, bien sûr, plus maintenant, mais voilà, les acteurs venaient, faisaient reculaient, attendaient leur réplique, revenaient, et il disait, mais ça ne correspond pas à mon écriture. C'était un auteur contemporain, Marivaux, et il cherchait des interprètes pour rendre compte de son travail. Alors il s'est mis à écrire pour les acteurs de la comédie italienne, qui étaient des comédiennes, des comédiens, une troupe qui venait d'Italie, qui se sont installés à Paris, qui avaient comme manière de travailler ou comme histoire la commedia dell'arte. Donc forcément, ils étaient habitués à se faire des lazzi, à se faire des blagues, donc à jouer ensemble sur le rapport. Et il s'est dit, ça c'est beaucoup plus juste comme manière de jouer pour mes pièces. Et l'autre chose qu'il adorait et que je trouve géniale, c'est comme ils n'étaient pas de langue d'origine française, ils avaient aussi un fort accent italien. Et quand il était dans la salle et qu'il les écoutait jouer ces spectacles, il avait toujours l'impression qu'il ne comprenait pas tout à fait ce qu'il disait. Et il adorait ça. Et c'est un auteur qui a essayé de traquer l'inconscient. Et il a réussi à trouver ses acteurs. La pièce, rapidement, on a Dorante, qui est un noble et qui est complètement désargenté. Il a perdu toute sa fortune. Et il se trouve qu'il est amoureux d'une femme qui est riche, qui est super mimi, qui en plus est veuve, c'est-à-dire libre. Elle s'appelle Araminte, mais il ne sait pas du tout comment faire. Alors, il va essayer de se faire engager dans la maison, et puis il y a un de ses anciens employés qui s'appelle Dubois, qui travaille déjà chez Araminte, et qui va l'aider, en fait, à travailler au corps le personnage d'Araminte pour qu'elle tombe amoureuse de Dorante. Alors, tantôt, il laisse traîner une petite lettre qu'elle ouvre, qui dit des choses, où elle commence à se dire « Ah bon, peut-être, oui, non », à dire des mensonges, des semi-vérités. Et c'est ça que je disais sur la langue de Marivaux, c'est que le mot, le verbe, devient actif. C'est-à-dire, suivant ce qu'on vous dit, forcément, vous n'y êtes pas insensible. Et c'est ce qui rend cette langue tellement contemporaine, tellement actuelle dans notre monde, avec la puissance de la parole
agissante et concrète. La distribution, je n'ai pas forcément les mots pour la qualifier, tellement elle est pour moi magnifique en tant qu'homme de théâtre. On va retrouver Pierre-François Garel. C'est lui qui jouait Philinte dans le Misanthrope. C'est un jeune acteur époustouflant, son rapport au texte, à la langue. Il va jouer Dorante. Vraiment, c'est déjà un cadeau. Il y a Guillaume Lévesque, il y a Yasmina Rémil, qui est une actrice d'ici, qui va jouer là-bas pendant une année, ce dont je me réjouis. Il y a Séraphin Rousseau, Alexandre Ruby, Dominique Valadier, immense comédienne, et Georgia Scaliette, qui fera Araminte. C'est une bombe. Moi, je l'avais rencontrée à la Comédie Française. Là, c'est vraiment, mais c'est le top du top des jeunes comédiennes. Vous allez avoir ça ici sur le plateau et nous aussi en répétition. Et il y a également Maxime Terlin. Par rapport à l'histoire et la parole agissante, en gros, pour résumer, on pourrait dire que cette pièce, en fait, c'est une variation autour des fake news. Sentimentales, mais au 18e, avec la langue de Marivaux en plus, ce qui ne gâche rien. Mais comment que ça se fait? Alors, je vais vous le dire très simplement. Monsieur Stéphane Escher était à Carouge, il a passé la rue ancienne, il a tourné sa tête vers la droite, il a vu le théâtre, il a fait « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il a demandé à rencontrer les gens qui travaillaient à l'intérieur de ce bâtiment qu'il avait foudroyé. Il a pris rendez-vous, j'ai accepté. On s'est vu dans mon bureau, ça a duré 3 heures. On a parlé de tout, je lui ai fait visiter le théâtre. Plusieurs mois se sont passés et ensuite il est revenu, on a reparlé et il a dit, mais une chose qui forcément m'a touché. Il a dit, mais moi je pense que le théâtre c'est l'avenir. Je remplis des élites, je fais des spectacles, j'adore ça. Mais que j'aimerais essayer, tenter, prendre le risque de parler un petit peu plus que ce que je fais dans mes spectacles. Il le fait sublimement bien, hein, entre ses chansons, il prend la parole, il arrive, c'est une bête de scène, il arrive à attraper le public, c'est sublime. Mais là, il voudrait que, entre les morceaux chantés et les morceaux parlés, que les morceaux parlés prennent un petit peu plus de place. J'ai dit banco, ici c'est un endroit où tu peux être en confiance, et on l'a associé à Christophe Delaharpe, qui va l'aider, l'accompagner en toute complicité, simplement pour la scénographie. François Gremaud, le metteur en scène de Fête, de Gisèle, va l'accompagner aussi, et la rencontre est magnifique entre les deux, va l'accompagner pour aider Stéphane à accoucher de son spectacle. Et puis il y aura Mathias Roche, qui est pour moi un des dieux de la lumière. Le prix pour ce spectacle est un petit peu plus élevé que d'habitude, et les réservations se feront un petit peu plus tard. On ne peut pas les faire maintenant, ça sera à partir de début septembre. Mais, cher Stéphane, tu seras ici, chez toi, en confiance, ce dont je me réjouis infiniment. Et là, je me dis que c'est, je crois, la 6e fois que je dis infiniment depuis le début de cette présentation de saison. Vous devez vous dire, il a relativement peu de vocabulaire, ce garçon. Ça m'est déjà arrivé, il y a quelques présentations de saison, où je disais tout le temps « Oh, c'est à tomber par terre !» Au bout d'un moment, je disais « Ouais, c'est à... » Et il y avait toute la salle qui faisait « Tomber par terre !» Je me prenais pour Stéphane Escher, mais je me suis dit « Bon, quand même, il faut que je me renouvelle. » Alors, pour varier et pour faire plaisir à Stéphane, je vais dire « Merci infiniment », mais en allemand. Donc, je me réjouis « Unendlich ». Ensuite, ça sera le spectacle que je mettrai en scène pour les fêtes. On le jouera à partir du 26 novembre au 22 décembre. C'est une coproduction avec le théâtre Kléber-Mello. Voilà, je vais vous livrer juste une anecdote. Quand on a joué en 2020 à la création La Fosse Suivante, il y a un moment donné où le Covid est arrivé, on a dû arrêter après 8 représentations. J'ai accueilli les comédiennes et les comédiens à l'entrée des loges et je leur ai annoncé ça. On était tous dévastés, vous l'imaginez bien. J'ai commandé quelques bouteilles de champagne, on a commencé à boire et on s'est raconté nos pires souvenirs de théâtre. Les catastrophes, les fois où on a des blancs, les fois où les décors n'arrivent pas, les fois où il y a des gens dans la salle qui tombent dans les pommes ou qui se mettent à vomir. Enfin bon, les pires catastrophes qu'on puisse imaginer. Et ça a été une soirée extraordinaire où on pleurait de rire. Et je me suis dit, c'est vrai que nous, dans notre métier, où ben voilà, souvent c'est quand même la dèche, c'est difficile, on peut être frustré,
mais qu'on a cette capacité de rebondir et de métaboliser les frustrations. Et que j'ai eu envie, pour le coup, de m'approcher de Colline Serrault. Très, très grande auteure de théâtre. Benoît Besson disait d'elle qu'elle était l'Aristophane d'aujourd'hui. Et puis, elle a fait ce film qui est sorti en 1992, qui s'appelle La Crise, et qui est un chef-d'œuvre absolu. C'était avec Vincent Lindon, Patrick Timsit, etc. Et je me suis dit, c'est l'occasion de me confronter. Je sortais de plusieurs spectacles, vraiment de textes classiques, et je me disais, mais tiens, je vais passer à un registre contemporain, et on va affronter notre époque les yeux dans les yeux, mais avec la classe de l'écriture de Colline Serrault qui arrive à la sublimer et à nous en faire rire. Tous les thèmes seront abordés. La médecine moderne, la surconsommation de médicaments, la famille recomposée, l'adultère, l'immigration, le racisme, la malbouffe, la peur de vieillir, la totale. On n'a peur de rien. Mais, encore une fois, elle a ce génie, Colline Serrault, par son écriture, par la langue, voilà, d'être hilarante. Rapidement, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire de Victor, qui, un matin, alors que ses 2 enfants sont en tenue de ski à Paris, prêts à partir pour aller au sport d'hiver, et qui apprend, parce qu'il y a un petit mot posé sur la table de la cuisine, signé par sa femme, qui lui dit « Je te quitte ». Il arrive au boulot et son employeur lui dit « Je te vire ». Dans la même journée. Alors évidemment, il est complètement désespéré et il va chercher des appuis auprès de ses collègues de travail, auprès de ses amis, auprès de sa famille. Et tout le monde lui dira « Écoute Victor, occupe-toi de tes problèmes, nous on en a d'autres, on a d'autres chats à fouetter, débrouille-toi ». Et il se rend compte du côté abrupt, violent, parfois, de nos rapports, de notre solitude. Et c'est en faisant la connaissance d'un SDF, Michou, qu'il va faire un voyage initiatique pour réapprendre le monde, réapprendre à regarder. Et je vous parlerai juste d'une scène entre Victor, Isa, sa sœur, et Michou. Ils sortent d'un dîner chez des députés qui s'appellent les Laville. Voilà, bon, il y a eu des problèmes avec les enfants, ils ont mis tout le repas à la poubelle. C'est Michou qui a récupéré tout le repas dans la poubelle. Pour le coup, il a un petit peu ballonné, il a un petit peu mal au ventre. Bon, les 3 compères vont dormir dans l'appartement de Isa. Il y a un grand lit dans lequel dormira Isa et son frère Victor. Et puis, dans une petite pièce à côté, on va mettre un petit matelas pour Michou, qui est toujours ballonné et qui a un petit peu mal au ventre. Mais en plein milieu de la nuit, il y a Didier, l'ami d'Isa, qui frappe, qui tambourine à la porte et qui dit « Isa, ouvre, Isa !» Elle y va et lui dit « Ouais, j'ai réfléchi cette nuit, Isa, je t'épouse, je te demande en mariage, je comprends pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, c'est sublime, je t'aime, je veux me marier. » Et elle lui dit « Mais moi, j'ai pas du tout envie de me marier avec toi, je trouve que c'est super comment ça se passe entre nous, on se voit de temps en temps, on fait l'amour, ça me suffit, pas de problème. Non mais enfin... » Et là, il y a le pauvre Victor qui était planqué et caché sous l'édredon, qui ne peut plus respirer, il sort, et Didier, qui ne le connaissait pas, le voit, et on dit « Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il sait, cet homme-là? Tu me trompes ?» Et là, il y a mon Michou qui sort de son appartement en disant « Où est-ce qu'elles sont les toilettes? J'ai envie de vomir !» C'est à tomber par terre. Là, ah, je l'ai dit. Bon. Bon, vous allez voir, c'est vraiment... C'est une distribution de 4 comédiennes, 4 comédiens, ils sont magnifiques. Il y a Romain Darol, celui qui jouait dans Phèdre, qui interprétera le rôle de Michou. Camille Ferriguereo, je me réjouis de travailler avec elle, ça faisait longtemps, comme Charlotte Filou. Baptiste Gillieron, c'est le belâtre que vous avez vu tout à l'heure en Lélio. Dominique Dubser, François Nadin, je n'ai pas travaillé avec eux depuis 2008. C'était Le jeu de l'amour et du hasard, ici même, je me réjouis de les retrouver. Simon Roman, qui interprétera le rôle de Victor, et celle qui aura la chance incroyable de faire le fameux monologue que faisait Maria Pacôme à l'époque. Là, regardez sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs centaines de milliers de vues. Je me garderais bien d'essayer de le faire. Sinon, voilà, si Colline Serrault voit ça, elle va dire « Oh, mais il est mauvais, il fait très très mal mon texte, et tout, elle va avoir peur. » Donc, je laisserai la place à Brigitte Rosset, qui interprétera, entre autres, ce rôle-là. Je me réjouis de la retrouver. Et comme c'est la crise, nous avons dû trouver un nouveau sponsor. Donc, bienvenue à 96 Partners pour son soutien et merci. Donc, comme je peinais à trouver la traduction dans la langue de Shakespeare du mot infiniment dans l'expression merci infiniment, j'ai regardé, je me suis dit infinity, est-ce qu'il faudrait dire boundless ou limitless? Je ne savais pas, donc j'ai hésité et je m'en suis remis à une intelligence artificielle que j'ai consultée. J'ai dit traduire merci infiniment, ça a marqué thank you very much. Alors tout ça pour ça, hein.
à ce moment-là, on bascule de 24 à 25 et je vous propose maintenant une courte pause publicitaire pour le théâtre de Carouge. Nous prenons ici la transmission et l'artisanat. La saison passée, qui s'achève, j'ai réussi à trouver des petits sous auprès de partenaires privés, thank you very much aux généreux mécènes, pour pouvoir développer des projets de transmission. On a fait 2 workshops avec 2 jeunes metteuses en scène, Éléonore Bonnat, Marie Zestier. On a rétribué des comédiennes, comédiens pour travailler avec elles sur de la direction d'acteurs. On a fait 2 workshops techniques avec un génie du plateau qui s'appelle Laurent Boulanger. Ça, c'était sur des effets de fumée au théâtre. Et puis, avec Nathalie Matriciani, qui est couturière, costumière, travailler sur les corsets du 18e. On a pu engager des postes d'assistantes, de seconde assistante, assistants, pour faire rentrer la relève à l'intérieur de la maison et qu'ils puissent découvrir le fonctionnement d'une institution. Et on en a profité aussi pour essayer de créer un musée des effets, avec des objets voilà, qu'on peut développer et que je souhaite partager, 1 ou 2, mais avec vous dans cette petite pause publicitaire. Donc là, le chariot est télécommandé. Dans la scénographie de la crise, il y aura des éléments télécommandés. Ça nous permet de répéter un peu. Et vous découvrez là un truc absolument magique inventé par Grégoire de Saint-Sauveur, qui est ici à la technique constructeur et au plateau au théâtre de Carouge, qui a inventé cette chose formidable, une carafe avec de l'eau et un verre d'eau. Attention. Un verre d'eau. Merci pour lui. Et pour les besoins d'un spectacle, Greg a un génie. Attention. Et il a réussi à transformer de l'eau en vin. Il travaille pour la saison prochaine à multiplier le pain. On se réjouit. Là, on a 2 faux corps qui ont été réalisés par la costumière Trina Lobo. Ça a été porté par Gaspard Beuch dans le rôle de Briden dans On ne badine pas avec l'amour. Donc là, vous pouvez le voir, c'est tout rembourré, c'est derrière. Donc il y a cette fermeture éclair pour qu'il puisse rentrer dedans. Alors, au quotidien, dans la vie de tous les jours, Gaspard Beuch est quelqu'un de plutôt svelte. Donc, il nous a fallu le rembourrer pour le personnage du curé. Et voilà, des petits détails techniques, mais je ne m'attarderai pas. Vous voyez, il y a même petite... Non, vous n'avez rien vu. Bah oui, bah, il y a des fois, bon, quand même, quand on est harnaché, voilà. Et là, Trina en a fait un spécialement pour vous. Vous pouvez voir, qui n'est pas encore recouvert. Et on voit en fait la succession des couches de watts qui ont été posées minutieusement à la main pour reformer, c'est une transformation pour refabriquer le corps d'une comédienne ou d'un comédien. Merci beaucoup à Petit Plateau et je ne pouvais pas résister à vous présenter également un objet qui me tient à cœur, c'est la voiture écologique du futur. Alors ça a été inventé par Christophe Delaharpe, Laurent Boulanger, c'était pour My Fair Lady à l'Opéra de Lausanne. Et c'est pour moi voilà, un bijou de ce qu'on peut faire. Alors bon, on voit qu'il y a de la lumière, il y a la petite porte, on a le coffre qui s'ouvre, où on pouvait sortir un petit panier. D'accord, elle est juste magnifique. Elle a fait son effet. Mais à vous, particulièrement, qui nous avez fait la gentillesse de venir, pour vous, j'invite Greg et Manu à faire le plus rapide changement de pneus de l'histoire du théâtre. Vous avez vu, hein, ils prennent soin des accessoires, tout ça. Et ils vont vous montrer en fait l'envers du décor, ce que personne dans le public n'a jamais vu de notre voiture écologique au possible. Alors voilà, vous voyez, bon, c'est un tout petit peu moins glamour hein, que quand c'est sur le côté public. On voit que, bah voilà, à Carouge, il y a toujours un petit renard qui vient se planquer dans un coffre. Salut, tu es chez toi? Là, on a la machine à fumer, la petite batterie pour les phares qui s'allument et s'éteignent. En guise de siège, en fait, c'est une planche. Voilà. Et puis, ici, on peut commander l'éclairage des phares
Et si vous regardez bien ici, vous voyez des petites diodes, puisque le public normalement est de l'autre côté, et ce qui permet d'éclairer en fait juste le visage de la personne qui est en train de faire semblant de conduire. Ça existait bien avant, je reconnais, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Et puis ici, quand les personnages rentraient dans la petite voiture, on avait cette petite tirette, où on voyait cette petite silhouette qui donnait l'impression qu'il y avait des gens à l'intérieur, petite tirette qui très facilement s'enlève. Voilà, c'est un bijou, c'est un cadeau. Merci beaucoup, Adrien, notre technicéniste, de l'avoir conduit. Et encore une fois, j'insiste, elle est écologique. Au théâtre, nous avons cette double chance, celle d'aimer à la folie ce que nous faisons et de pouvoir le partager. Merci, mes chers. Le Grand Prix de Monaco sur Carouge nous attend. Wendy et Peter Pan, une adaptation de l'œuvre de James Matthew Barrie, faite par Jean-Christophe Ambert, du 10 au 26 janvier. Là aussi, c'était une coproduction avec le TKM, ils l'ont créé cette saison. C'est Jean-Christophe, pour moi, et pour vous, vous l'avez connu parce qu'on a présenté son adaptation du Capitaine Fracasse, ici à Carouge. Il a été l'assistant de Roger Planchon au TNP. C'est quelqu'un qui a à l'intérieur de lui le théâtre populaire au sens le plus noble qui soit, et il m'a parlé de son désir de travailler sur l'œuvre Peter Pan. Et puis, en reparlant avec lui, moi j'avais déjà travaillé sur cette œuvre dans les années 2000 au théâtre Amstramgram, on se reparlait de l'auteur et de la difficulté qu'il y a parce qu'entre-temps est passé Walt Disney. Et Walt Disney a fait de Peter Pan un petit personnage, voilà, en col en vert, c'est charmant, c'est rigolo, il vole, et il manque quelque chose du fond de James Matthew Barrie qui était contemporain de Lewis Carroll, des auteurs qui dans leur œuvre montraient leur inconscient, il y avait des parts de rêve, quelque chose de trouble et de troublant. Et que Jean-Christophe avait le désir de raconter ça avec une forme presque de nostalgie de l'enfance qui nous quitte. Et je tenais à revenir, parce que le spectacle, il est dès 12 ans. Il dure 1h30, il est tout à fait accessible. Mais si vous venez, ce que je vous encourage à faire, avec des jeunes, dites-leur bien de ne pas avoir comme référence le Peter Pan de Walt Disney et de revenir à l'œuvre originale, que ce soit la pièce qui a été écrite en 1904 ou le roman qui a été édité en 1911. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'origine de Peter Pan, elle vient de son auteur, de James Matthew Barrie. Il faisait partie d'une famille nombreuse. Ils étaient 10. Lui, il était l'avant-dernier. Il avait un de ses grands frères qui s'appelait David. À l'âge de ses 12 ans, alors que James Matthew Barrie, que j'appellerais Jimmy, n'en avait que 7, eh ben, David était envoyé dans une pension en Angleterre pour suivre ses études, comme ça se fait régulièrement dans les bonnes familles. Et puis, en Angleterre. Et pour le jour de son anniversaire, sa maman, parce que c'était le préféré de sa maman, David reçoit comme cadeau une paire de patins à glace. Donc la poste anglaise lui livre le paquet, il décide avec un copain d'aller les étraîner au bord d'un petit étang gelé. Il se retrouve au bord de l'étang, il chausse ses patins, et puis voilà, David fait son tour, comme ça, magnifique, ça glisse, les lames étaient acérées, extraordinaire. Il revient au bord, puis là son copain lui dit oh, « Est-ce que tu serais d'accord de me les prêter ?»« Oh, bien sûr, allez, viens, prends. » Et puis le copain chausse les chaussures et fait un tour comme ça, magnifique, sur l'étang gelé. Il fait des cabrioles et puis en rentrant, il va vraiment à fond, à fond, à fond, à fond. Il culbute, il tombe sur David et il le tue. La mère part dans une dépression terrible. Elle vit recluse dans sa chambre, les volets fermés, les rideaux tirés. Et un jour, plusieurs mois après, il y a une des sœurs de Jimmy qui passe devant lui. Il était assis en bas des escaliers, tout seul. Sa sœur lui dit « Jimmy, va parler à maman. Il faut que tu lui dises que tu es là, que tu as besoin d'elle. » Jimmy prend son courage à deux mains, il met les poings dans ses poches, il gravit les escaliers, marche après marche, il arrive dans le couloir, il traverse le couloir, il arrive devant la porte de la chambre de sa mère.
Il frappe à la porte. Elle ne répond pas. Il refrappe à la porte. Elle ne répond toujours pas. Il l'entrouvre. C'est la pénombre. Il se glisse à l'intérieur de la chambre, la referme. Il tâtonne avec les mains dans le noir. Il bouscule une console. Ça fait du bruit. Sa mère se redresse et dit « C'est toi !» Et lui devient tout rouge dans le noir et dit « Bah non, c'est que moi !» Et depuis, James Matthew Barry a arrêté de grandir. Il s'est mis à mettre les habits de son frère David, à imiter sa voix, au plus grand plaisir, pour le plus grand plaisir de sa mère. Si on oublie ça, on ne peut pas comprendre Peter Pan. Si on oublie ou on passe à côté de ce qui est arrivé au capitaine Crochet, c'est horrible. C'est un crocodile qui lui a mangé une main. Pour se défendre, il a pris un réveil qui lui a engouffré comme ça dans la gueule. Et maintenant, il se trouve que le crocodile, il a trouvé tellement bon la main du capitaine Crochet qu'il voudrait le terminer. Et chaque fois, Crochet entend le tic-tac, tic-tac, tic-tac du crocodile qui arrive. Quelle magnifique métaphore du temps qui passe et de la mort. Donc, cette notion-là, il faut impérativement l'avoir pour avoir la profondeur de champ de cette œuvre, ce que le spectacle fait. Avec Bruno Bayeux, Stéphane Bernard, Jacques Chambon, Judith Henry, peut-être vous vous souvenez d'elle dans La Discrète, c'est déjà il y a longtemps, mais c'était avec un sublime acteur français, Fabrice Lucchini. Elle avait eu plein de prix à l'époque et elle n'a pas changé. Elle joue Wendy et elle amène le personnage féminin central parce que Peter est incapable de voir autre chose qu'une maman dans une femme en face de lui. Il y aura également Agnès Ramy, Eddie Le Texier et Loïc Varro. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, on a dû refuser du monde sur l'usage du monde. C'est toujours triste et c'est navrant. Donc, pour le coup, on s'est dit, avec Samuel et l'équipe, qu'on allait reprendre le spectacle pour 3 semaines, du 4 au 23 février, parce qu'on a joué 2 mois complets, il a fallu là aussi rajouter des fauteuils. Si vous ne l'avez pas vu, foncez. Si vous l'avez vu, parlez-en autour de vous. J'espère qu'il restera des petites places. Et puis voilà, je ne veux pas en dire trop, mais juste vous dire que durant les représentations dans la petite salle, il se peut bien que Samuel répète en journée pour une prochaine aventure commune avec le Théâtre de Carouge. Surprise, surprise, et rendez-vous dans pile 1 an pour en savoir plus. Le dindon de Feydeau. Marie Zistier, je vous en ai parlé juste avant. C'est cette jeune metteuse en scène qui a fait un workshop chez nous de direction d'acteurs et d'actrices. Moi, Marie, c'est une jeune femme, une jeune artiste qui, dans les dernières années, est l'une de celles qui m'a le plus marqué dans les échanges et la rencontre. Là aussi, elle était à bonne école avec Alain Françon, dans son rapport à la langue, dans son désir de travailler sur des textes classiques, dans l'amour qu'elle a des comédiennes et des comédiens, et j'ai eu envie de l'accompagner. Si vous voulez en savoir plus sur elle, foncez à Paris, à la Comédie Française, où cette jeune d'ici, de Suisse romande, qui a fait ses débuts, elle a fait l'école à Lyon, ensuite elle était à Nice, ensuite elle a fait sa troupe à Paris. C'est en train de monter pour elle, mais elle s'est coupée du milieu d'ici. C'est pour ça que j'ai envie de lui tendre la main et de l'accompagner. Et vous pouvez voir en ce moment, à la Comédie Française, sa mise en scène de La Dernière Nuit de Don Juan, d'Edmond Rostand, qui est au studio du Carrousel du Louvre. Moi, j'en ai parlé avec elle, et je lui ai dit, voilà, Maryse, qu'est-ce que vous souhaiteriez monter, sur quoi vous voudriez travailler? Et elle me dit, le dindon de Feydeau. Alors, je ne vous cache pas que j'étais un petit peu étonné comme proposition, en me disant, ah bon, oui. Et puis, commence à me raconter l'histoire. Et notamment sur le début, le tout début de la pièce, où on se retrouve avec une femme qui rentre précipitamment dans son appartement. Elle est suivie par un homme qui met le pied dans la porte, bouscule la porte, s'immisce dans l'appartement et dit « Voilà, je vous ai vu il y a 3 jours, j'en peux plus, j'ai envie de vous. » Alors, chez Feydeau, c'est drôle. Raconté par une jeune femme d'aujourd'hui, un homme qui poursuit une femme et qui rentre dans son appartement et dit « J'ai envie de toi », ça ne résonne pas tout à fait pareil. Et je lui en ai parlé. Je lui ai dit, ben oui, d'accord, mais bon, c'est pas non plus... Enfin, comment on arrive à rendre compte de l'humour? Et elle me dit, mais pas de souci. C'est justement ça qui est fort. Moi, ce qui m'intéresse, même si je sais qu'il y a les quiproquos, les déguisements, les péripéties, qui parfois mènent à l'invraisemblance, mais je veux m'attacher aux situations.
Et que plus on sera juste vrai à la folie, comme la folie dans laquelle a sombré Feydeau à la fin de ses jours, si on est vraiment juste avec ça, alors le rire n'est d'autre chose que simplement un appel du pied en disant « Ah, regardez, je suis rigolo », mais vraiment des situations et des rapports cinglés entre les personnages. Quelques mots sur la pièce. Donc, toujours à la recherche d'une femme à conquérir, le fameux Pontagnac poursuit sa nouvelle proie, Lucienne, jusqu'à son domicile. Il met le pied dans la porte, la force, et pénètre dans l'appartement, comme je vous ai raconté. Et là, il découvre qu'elle est en fait l'épouse de son vieil ami Vatelin, qui lui est ravi de retrouver son cher Pontagnac et qui lui pardonne ses turpitudes. Rédillon, ami intime du couple et amoureux fou de Madame Vatelin, ne voit pas d'un bon œil l'arrivée de cet étranger. Lucienne, femme vertueuse, déclare alors à ses deux courtisans que jamais elle ne trompera son cher mari. Bon, à moins qu'il n'aille voir lui-même ailleurs. Et l'arrivée inattendue de Maggie, une Anglaise exubérante et aventure d'un soir de M. Vatelin, va bouleverser la tranquillité du couple et sera l'occasion pour Pontagnac de mettre en place une mystérieuse machination. Une machination version futuriste à découvrir à partir du 4 mars sur cette scène avec Nicolas Avinet, David Casada, Marie Druck, Dylan Ferreux, David Gobet. David Gobet, ça fait depuis 2008 que je voudrais qu'il vienne travailler ici. On n'arrivait jamais à trouver les bons projets et là je suis ravi qu'il fasse partie de cette magnifique distribution avec cette grande metteuse en scène. Capucine Lehmann, Clémence Longy et Maria Massila. La tempête ou la voix du vent, d'après Shakespeare, d'après La tempête de Shakespeare, c'est le retour du Teatro Malandro Omar Porras, ici au Théâtre de Carouge. On va coproduire le spectacle. La création aura lieu le 24 septembre au TKM. Et comment est né ce projet? On discutait de ce qu'allait monter Omar. Et puis, je ne sentais pas vraiment, c'était des œuvres on avait déjà présentées à Carouge. Je disais, je ne sais pas. Puis il m'a dit, laisse-moi un peu de temps. Et puis il est revenu avec l'idée de La tempête de Shakespeare, qui est un chef-d'œuvre, évidemment, de la littérature théâtrale. Pièce écrite en 1611, comédie de Shakespeare, la toute dernière. Et je me suis dit, dès qu'il m'a dit ça, ça m'a vraiment traversé les chines. Et j'ai dit, mais alignement de planètes. C'est vraiment le bon projet, la bonne pièce, le bon auteur pour Omar aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Pendant le Covid, j'étais en lien, en échange régulier avec pas mal d'artistes, dont Omar. Omar a été bouleversé, chamboulé par ce qui nous arrivait, par ce qui lui arrivait, mais aussi il y a des choses qui peut-être m'échappaient. La planète, les forces telluriques, les énergies, des signes extérieurs. Et que je l'entendais dire ça et je me suis dit, mais La tempête parle de ça. Puisque le fameux bon, là, c'est une pièce qui recèle un secret, des secrets en fait, de théâtre qui ont fasciné des metteurs en scène comme les grands maîtres, comme Giorgio Strehler, comme Peter Brook, et qu'il y a une force dans cette pièce à l'intérieur même des personnages. Ils ont des noms qui sont mythiques, comme Prospero. Prospero qui était duc de Milan et qui, après avoir été déchu et exilé par son frère, se retrouve avec sa fille Miranda sur une île déserte. Et grâce à la magie que lui confèrent ses livres, il maîtrise les éléments naturels et les esprits. Notamment Ariel, qui est l'esprit positif de l'air et du souffle de vie, ainsi que Caliban, être négatif, symbolisant la terre, la violence et la mort. C'est tout ce paysage où je me dis, mais j'ai l'impression que c'est la famille intérieure d'Omar en ce moment-là et qui va nous le traduire de la façon la plus fabuleuse théâtralement. La pièce débute, je me réjouis de voir comment ils vont faire, par le spectaculaire naufrage provoqué par Ariel d'un navire portant le roi de Naples, son fils Ferdinand, ainsi qu'Antonio, qui est le frère parjure de Prospero. Usant de sa magie et de l'illusion, Prospero fait subir aux trois personnages échoués sur l'île des épreuves, tant initiatiques
que destiné à les punir de leur traîtrise. Prospero arrivera-t-il à pardonner? Arrivera-t-il à faire preuve de rédemption? Là aussi, vous le saurez en venant découvrir le nouveau joyau du Teatro Malandro. Ça sera avec Pierre Boulben, Hugo Braillard, Francisco Cabello, Karl Eberhardt, Antoine Joly, Laurent Natrella, Jeanne Pasquier, Marie-Ève Schallenberger et Diego Todeschini. Oh, j'entends que ça frise, j'entends que ça frise. Alors, ça frise pour Art de Yasmina Reza, pour François Morel, pour les deux. Oui, voilà, c'était un cadeau que j'avais envie de vous faire et je le reconnais que j'avais envie de me faire. J'ai appris qu'il y avait dans les tuyaux un projet, François Morel, qui mettrait en scène la pièce de Yasmina Reza, Art. C'est sa deuxième pièce, après Conversation après un enterrement. Elle a eu un succès incroyable. On va fêter, ils fêteront au moment de la création de ce spectacle les 30 ans de la première représentation. À l'époque, c'était avec Pierre Arditi, avec Fabrice Lucchini, Pierre Vanek. C'était mis en scène par mon cher Patrice Kerbrat. Ça a été un succès, mais foudroyant. Donc la pièce est vraiment géniale. Et quand j'ai appris que François Morel s'y intéressait, voilà, là aussi, il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'il était de passage à Genève et qu'il est venu à notre rencontre, qu'il a aussi adoré le spectacle, sentait qu'il y avait quelque chose qui s'y dégageait. Il m'a parlé de son projet et j'ai dit banco, faisons-nous plaisir. Pourquoi? Parce que François Morel est avec la bande qu'il a réunie autour de lui, qui sont ceux de la bande de Jérôme Deschamps et des Deschiens, les fameux Deschiens à l'époque de Canal+, qui ont marqué mon adolescence, qui ont marqué mon adulte. J'adorais ça. Et je me dis, voilà, eux, s'emparant de cette œuvre-là, c'est évidemment pour moi un cadeau à venir que j'avais envie que nous puissions vivre ensemble. Le spectacle sera créé le 6 novembre 2024 au théâtre de Suresnes, Jean Vilar, à Paris. Et nous, on l'accueillera du 21 mai au 8 juin. Rapidement sur la pièce, donc c'est l'histoire de trois amis. Il y a Marc, Serge et Yvan. Et Marc est invité par son ami Serge à venir voir sa nouvelle acquisition, une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m, peinte en blanc, avec de fins liserés blancs transversaux, que Serge vient d'acheter au prix de 200 000 francs. Alors, atterré par cet achat, ne comprenant pas que son ami ait pu dépenser une somme pareille pour un tableau blanc, Marc donne son point de vue sans se soucier de l'avis de Serge. Puis, il va trouver Yvan, leur ami commun, pour lui faire part de son incompréhension totale à propos de ce geste. Yvan, lui, est plutôt conciliant, il pense rien du tout de ce tableau. En fait, l'approche de son mariage le rend nerveux. Il ne veut surtout pas contrarier ses deux amis. Serge et Marc commencent à se disputer, entraînent Yvan dans leur confrontation. Après les débats sur la valeur de l'art, l'affrontement déborde et personne n'est épargné. Serge opère un grand déballage sur l'épouse de Marc. Marc qui déborde sur la gauche en conseillant à Yvan d'annuler son mariage. Ils en viennent aux mains dans la surface. Penalty. Pardon, là je m'égare, c'est le début de l'Euro de foot. Mais bon, sauveront-ils leur amitié? Vous le découvrirez en venant applaudir les géniaux Olivier Broche, François Morel, Monsieur Olivier Saladin. Je préfère vous avertir, nous ne pourrons jouer que 12 représentations de ce spectacle. Seuls les abonnés adhérents sont garantis de pouvoir le voir. Je dis ça, je dis rien. À bon entendeur, salut! Voilà ce qui nous attend. C'est une saison que j'ai pensée pour vous, que ça soit un baume, faite de grandes œuvres qui donnent des perspectives, offrent de l'espoir, nous donnent envie de développer le bouche à oreille. Et tout ça sans fleurs. Bon, ce dont je me réjouis, non, ce qui me réjouit tout court. Nous accompagnerons le spectacle anniversaire des 10 ans du dispositif de scène active du 8 au 10 mai 2025 dans notre grande salle pour marquer le coup. Le résultat, ils vont travailler pendant 10 mois en co-création avec un groupe de jeunes en situation de décrochage. À la Société de lecture, notre partenaire chéri,
nous poursuivrons la formule des déjeuners avec un artiste. Petit avant-goût du programme, Stéphane Escher, Colin Serrault et le trio d'Arf, messieurs Morel, Saladin et Broche. Vous pourrez découvrir 3 concerts sauvages de GK dans notre petite salle, dédiés un à la musique brésilienne, un au tube des années 80 et le dernier à la musique grecque traditionnelle. Nous collaborerons avec le Cinéma Bio, avec entre autres une rétrospective de Colin Serrault. Elle sera présente après la représentation, enfin la projection du film La Crise. Elle en parlera avec nous. La librairie qui fera un atelier création autour de Wendy et Peter Pan. Il y aura les bibliothèques de Carouge et de la Cité. La Maison Rousseau et Littérature qui va organiser une rencontre et un dialogue autour des fausses confidences entre Alain Françon et un neuroscientifique. Et juste quelques mots avant la traditionnelle présentation d'équipe sur un projet de médiation qui a été initié par Céline de Wurstenberger. On a créé un fonds avec Céline, qui a eu cette idée-là, pour collecter de l'argent, des petits sous, pour faire développer nos activités de médiation. Pourquoi ? Moi, voilà, l'argent que nous avons, je le consacre à faire des spectacles. Et il faut qu'il y ait des œuvres pour avoir de la médiation. Donc, je me consacre à ça. Et on va, grâce à ce fonds, le fonds Mirandolina, Mirandolina étant le personnage de l'aubergiste dans La Locandiera de Goldoni. Là, vous voyez Dominique Blanc qui l'a joué ici chez nous, qui est un personnage généreux. Et on va trouver ces petits sous, justement, pour nous permettre de développer cette activité de médiation. Ça va s'appeler le Printemps Mirandolina. Ça aura lieu entre mars et mai 2025 dans la petite salle. On la bloque pendant 3 mois et on va modéliser, organiser des sets de 3 à 5 jours à l'attention de personnes qui n'ont pas forcément accès au théâtre. Et on va s'occuper d'eux. Ils vont venir faire du théâtre chez nous, avec nous. Et je peux vous dire qu'avec l'équipe, nous y consacrerons du temps en sortant nos plus beaux atours. Pour les jeunes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur quelques répliques de Cyrano de Bergerac. Donc, ils auront entre 8 et 16 ans. Je me dis que Cyrano de Bergerac, c'est une pièce qui parle de quelqu'un qui se trouve moche, qu'ose pas parler à une fille. Je pense que ça peut les intéresser. Et donc ça sera pour tout le volet consacré aux jeunes. Et puis, on va aussi consacrer un volet pour des personnes d'un âge plus avancé qui seraient en foyer ou isolées. Et avec eux, on va travailler sur Roméo et Juliette, et notamment la scène du balcon, la plus belle scène de la littérature d'amour entre Roméo et Juliette qui est sur le balcon. Et je me réjouis que ces mots d'amour soient prononcés dans notre théâtre par des personnes de plus de 80 ans. Je ne doute pas qu'ensemble, nous arriverons à dompter les éléments. Voilà encore un nouveau projet d'envergure qui donne du sens. Et avant de vous présenter l'équipe permanente du théâtre, permettez-moi ces remerciements adressés aux membres du conseil de fondation du Théâtre de Carouge et son président Georges Schurch, à l'ensemble des intermittentes et des intermittents qui savent qu'ils sont ici chez eux, à l'équipe de salle représentée par Léa Eigenmann, Victoria Duquesne, Melvin Bochung et John Schlegel, à Célia Zenghi et Myriam Duru, co-responsables de l'allocation des accessoires, à Anna Cressati et Trina Lobo, co-responsables de l'allocation costume, à Laura Botani, auxiliaire de production, à Mélie Ucchini et Raymond Terstena pour le nettoyage, à l'ensemble des 6 précieuses équipes à l'accueil, à la billetterie, à l'équipe de Frésia événementiel qui en une saison a métamorphosé notre restaurant sous la houlette de mon cher chef Fabrice Brou, avec sa garde rapprochée, Richard Augier, Bertrand Ngansama, Alison Restois et Émilie Ivrard. Rappelez-vous que vous pouvez boulotter les mets de la carte avant, mais aussi après la représentation. Bon appétit à nos petites dames bénévoles carougeoises qui gèrent la mise sous pli, toujours avec sourire, bonne humeur et efficacité. Et enfin, à celles et ceux qui partagent nos vies, compagnons, compagnes, enfants, qui nous supportent
dans tous les sens du terme et que nous chérissons de façon exponentielle. David Junot, administrateur. Simon Georges, directeur technique. Christophe Delard, chargé du nouvel écrin. Katia Axelrod, responsable de production. Melvin Bochung, responsable de salle. Jean-Pascal Cotalorda, responsable des publics. Karine Détra, chargée de production, qui sera remplacée par Agathe Calaman durant son congé maternité. Chouette, un nouveau bébé. Nadine Faloumidé, assistante billetterie. William Fournier, régisseur général. Céline Girardet, assistante de la direction technique. Julia Gonzato, responsable de la communication digitale. Gauthier Janin, régisseur son et réseau. Corinne Jacquieri, responsable des relations avec la presse. Margot Kupfer-Schmidt, nouvelle perle responsable des partenariats scolaires et culturels. Nathalie Lelièvre, responsable billetterie. Marie Marcon, responsable de la communication, qui, durant son congé maternité, est remplacée par Aurélie Badoc. Chouette, un autre bébé. Karel Ménine, collaboratrice rédactionnelle. Yoko Miyata, assistante comptabilité et ressources humaines. Jean-Michel Puif, conseiller pour le développement. Eusebio Paduret, régisseur lumière. Delphine Racine, responsable de production. Manu Rutka, régisseur général. Grégoire de Saint-Sauveur, régisseur constructeur. Mario Scaldino, responsable financier. Magali Schloffer, assistante de direction. Olga Timofeva, responsable de l'accessibilité. Ferhat Oukchini, assistant technique et intendant. Cécile Verkammer-Ingels, responsable des costumes. Et Céline de Wurstenberger pour Mirandolina et plus car affinité. Et last but not least, nos deux apprentis technicienistes, Adrien Grandjean et Baptiste Novello, qui passeront leur diplôme en fin de saison prochaine. Merde par avance à vous qui êtes la relève. Mesdames et messieurs, au nom de ma chère équipe, ma Dream Team, je vous souhaite une lumineuse saison 24-25 dans le plus beau théâtre de Carouge du monde, votre théâtre.